aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. Nouvelle technologie, nouveau téléphone. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un live story. Donc aujourd'hui on va avoir encore une fille qui va venir nous raconter une histoire. Donc là ça va être un sujet qui va être un peu similaire à celui de la semaine dernière. Mais d'abord je voulais commencer par avoir vos avis par rapport au live de la semaine dernière. Du coup c'était sur le mariage forcé, c'était une histoire de malade mentale. J'ai vu qu'elle a tourné un petit peu partout, donc c'est bien. La personne en question, elle a reçu des messages de soutien et de gens qui peuvent l'aider, donc c'est top. C'est trop bien. Donc voilà, donc c'est que du positif. Donc du coup là, je vais tout de suite appeler la personne qu'on doit avoir comme témoignage ce soir. Ok, c'était très touchant. Franchement, c'était très touchant. De fou. Alors, bougez pas, je vais lui envoyer le live. Bougez pas. parlez plus fort, hein. Je sais plus c'est quoi son Instagram. Mince. Vous m'attendez vite fait? Bougez pas. C'est bon, je lui ai envoyé un message. Elle va pas tarder à arriver. Du coup, je vais lire vos messages. Alors, c'était incroyable. Je venais de passer une journée de merde en écoutant cette fille. Je me suis rendu compte la chance que j'ai. Franchement, c'est exactement ce qu'on s'est tous dit. Quand j'ai raconté l'histoire à mes copines, on s'est dit putain, nous, on se plaint de nos histoires, mais il y en a qui ont des histoires de fous. Donc, force à vous. Franchement, force à vous. C'est dur. Alors, le Insta, c'est Caprice. Hop. Alors du coup, non mais ce soir on parle pas de moi. On fera un live si vous voulez pour parler de moi direct. Attends, je peux faire le meuf qui m'a filtre pas. Voilà, c'est stylé. Ça parlait de quoi? La semaine dernière, ça parlait du mariage forcé. C'était un truc de ouf. C'est une histoire de ouf. Et en IGTV sur mon compte, si vous n'avez pas vu. On choisit nos amis mais pas notre famille, exactement. C'est une histoire très dure hein, quand même, hein. Ça va jusqu'à la prison. Moi je pensais que l'histoire elle allait bien se finir en fait, et non, elle est toujours en galère, donc c'est chaud quoi. T'inquiète, on parle pas de ça. Non, parce que je vois des questions, mais on parle pas de moi aujourd'hui. C'était très poignant, ouais, c'est vrai. Tu l'as vu le live toi? Non, tu l'as pas vu. Franchement, il était ouf. Des histoires de ouf. Une fois l'histoire de la dernière fois, complètement un truc de dingue. Franchement, tu te dis comment il peut y avoir des mamans comme ça, quoi. Tu fais des enfants, mais c'est dur. Elle a été courageuse, cette fille. Franchement, moi, à sa place, je serais en psychiatrie déjà. De ouf. Ah, un petit apéro qui se prépare, les gars. Là, on est sur un truc. On est sur des chips. Waouh. Petit apéro dingue. Bah écoutez, en fait, je sais pas si elle arrive à... Ah, elle est là, super. On l'appelle tout de suite. Je vais monter le son, comme ça j'entends bien. Bonsoir. Coucou. Comment ça va? Bah écoute, on va dire que ça va bien. Ah, ça bug, hein. Ah, ouais, Attends, ça bug. Attends. c'est ça, on va s'assurer déjà que la connexion fonctionne bien, que tout marche bien, et après on commence, les gars. Voilà, attends. Oui, le live, il sera en replay, oui. Bon, là, normalement, on est bon. Normalement. Il y a un petit bruit derrière, genre un petit bip. Ah, c'est normal. Je suis dans le silence, là. Encore? T'entends pas? Non. T'as pas un autre téléphone, non? Bah non. Que tu puisses voir, enfin que tu puisses entendre. Regarde ça, Non. si tu entends le bruit. Et attends, bouge pas. Bouge pas, je vais aller voir dans les chambres. Attends. Ah, là, ça le fait plus, du coup. Ah. Non, là, on n'entend plus.
Non, bah là, c'est bon, hein. Là, c'est bon. Apparemment, on t'entend toi comme il faut et on m'entend moi comme il faut. Donc, Attends, laisse le téléphone posé. là, il est posé. Ouais, moi, j'ai le bruit, hein. J'ai le bruit, ça me stresse. Attends. Quand elle parle pas, il fait pas. Là, Ah, non, essaye de parler pour voir. là, tu m'entends mieux? Ok, bah je vais juste te demander de parler légèrement plus fort, mais sinon, je pense que ça va le faire. Ok. Au Ah, pire, mets-toi près du micro, comme ça on entend ouais, bien. je vais faire comme ça. Donc, voilà. Et puis, bah, tu me dis, hein. Approche-toi de ton micro, ouais, les gens. Là, tout le monde m'entend bien. On t'entend pas trop bien. Ah, c'est pas le chargeur. Attends, ouais, elle a peut-être raison parce que j'ai branché. Attends. Ouais, je vais dire peut-être le chargeur, je savais pas si ton. Ah, Là, c'est bon? c'est quand elle parle, elle a raison. Ouais. Pourquoi ça fait ça? Bah, Bah je sais écoute, pas. vas-y, essaye de parler plus fort et on voit si les gens arrivent à bien entendre ce que tu dis. Sinon, je déconnecte et je reconnecte. Vas-y, attends, bah j'essaye de te reprendre tout de suite. Ouais. Je veux vraiment qu'il n'y ait aucun problème de son, aucun problème de qualité. Les grésillements, ouais, voilà, bah ça va, parfois je veux dire, j'entends des trucs. Oui, euh, Non, j'ai pas mis les extensions là. Non, bah non, ils sont cons mes cheveux. Alors, bah, on attend qu'elles reviennent. Non, on va vraiment s'assurer que tout fonctionne bien, les gars. Et vous prenez vos chips, vos popcorn, ce que vous voulez, et on y go. Tu l'as mis en IGTV? Oui. Oui. Attendez, parce que j'ai mis des freakers. C'est mieux ça. Ouais, tes extensions. Ça, j'ai aimé, mais tant mieux. Tant mieux. Je mange des chips. Ok, elle est là. C'est reparti. À la vôtre. Du coca. Ah, Voilà. Tu m'entends là? yeah! Super. Voilà. Bon. Au top. Bah écoute, bah bienvenue. Bah, merci Je te beaucoup. laisse raconter ton histoire. Si tu souhaites faire des pauses, il n'y a pas de souci. En même temps, on pourra interagir, voir ce que les gens disent, etc. Et Ok. puis, bah, on te laisse gérer étape par étape, tranquillement. Tu dis les détails que tu veux dire, ce que tu veux pas dire. Tu libre de toi. Ok. Ok, très bien. Bon, bah déjà, bonsoir à à tout le monde, à toute la communauté. Je vais rester en cachet. J'ai créé un nouveau compte. Je vais rester en cachet parce que le problème, c'est que je suis en instance de divorce et que je veux pas que ça se retourne contre moi, ni que ça aille en ma faveur, ni rien. Je veux pas qu'on se serve de ça dans le jugement. Le droit à l'anonymat, bien sûr. Voilà. Donc, je suis très honnête. On a créé un compte fake mais j'existe bien. Mon histoire est bien réelle. Et donc, voilà, on restera dans l'anonymat pour le moment. Très bien. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir arriver à en parler. Ça a été très compliqué parce que bah, tant qu'on le vit pas, on l'entend, on le voit, mais on ne peut pas forcément le comprendre. Donc ce soir, j'ai demandé à Samantha de pouvoir parler parce que bah, d'une, donc elle n'a pas voulu savoir mon histoire. Donc elle va la découvrir avec vous, mais elle m'a surtout aidé sans le savoir, elle et une connaissance à elle, au travers des réseaux sociaux. Donc comme quoi dans les réseaux sociaux, bah, il n'y a pas que de la merde et des fois bah, on se raccroche à pas grand-chose et ce pas grand-chose, bah, ça devient quelque chose de, on va pas dire vital, mais qui nous aide vraiment à avancer dans la vie. Mm. Donc voilà. Je vais vous raconter mon histoire avec mon mari.
que j'ai rencontré donc en 1999. J'avais 15 ans. J'étais très jeune. Lui avait 21 ans. Donc la classe, 15 ans, 21, tu connais, il a la voiture, il a tout, t'es contente, tu fais la belle. Il travaillait chez mon père, qui avait une entreprise. Donc, coup de foudre, amoureuse, voilà, on se dit c'est l'homme de sa vie, on fait tout pour lui, et puis la vie avance, et puis on se rend compte que quand on est jeune, on fait souvent des erreurs à pas écouter les parents. On se dit ouais, c'est des vieux, c'est des cons, ils comprennent rien, et en fait, malheureusement, il faut les écouter, même s'ils sont vieux, même s'ils sont cons, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis vieille et conne avec ma fille de 10 ans, et j'espère que ce genre de choses ne lui arrivera pas. Parce que, parce que je suis passée par des étapes très compliquées. Et encore une fois, si Samantha, entre autres, n'avait pas été sur les réseaux, je ne sais pas trop à quoi je me serais raccrochée. Donc voilà, je l'ai rencontré en 99. Et puis, c'était tout love-love au début, hein, l'histoire love-love. Il vient me chercher au collège, donc j'étais en troisième avec la voiture. Donc évidemment, devant les copains, les copines, ça claque. T'es contente. Et puis petit à petit, il a fait en sorte qu'il devienne plutôt mon centre d'attention et que plus rien autour de moi n'ait d'importance que lui. C'est-à-dire que j'avais une passion, j'ai toujours une passion, je montais à cheval. J'avais donc un groupe de 5-6 copines, et puis c'est vrai que j'étais la plus, on va dire, la plus calme de toutes. J'allais pas en boîte, j'avais trop peur, moi et tout, mais je les suivais, c'était mes copines, je les adorais, je les kiffais. Encore aujourd'hui, je les vois. Il y en a que j'ai retrouvées, même que ça fait très peu de temps, ça fait la semaine dernière, j'en ai revu une, donc voilà. Donc, il m'interdisait d'aller au cheval parce que, alors excusez-moi les termes que je vais employer, je sais qu'il y a des petites jeunes qui regardent, mais je suis obligée aussi de dire les mots qu'il employait parce que ça, c'est pas une histoire à l'eau de rose, donc il va falloir employer certains mots un peu durs. Donc, il me disait que l'équitation, c'était fait pour les salopes, pour les filles qui voulaient se frotter sur la selle des chevaux pour se faire du bien. Ça a commencé comme ça. Donc, moi, je montais à cheval depuis toute petite, depuis l'âge de 3-4 ans. Donc évidemment, c'était ma passion. Donc c'était très dur d'entendre ce genre de choses. Et puis en même temps, vu qu'il me labourait le crâne avec ça, au final, je me suis dit, il a peut-être raison. Parce qu'en fait, les filles avec qui avec qui j'étais, elles sortaient en boîte, elles kiffaient la vie. Mais en fait, elles vivaient normalement. C'est elle qui avait raison. Mais pour moi, il avait réussi à m'endoctriner et à me faire croire que c'était pas ça la vie, que c'était que des putes, que ci, que là. Donc, je me suis éloignée d'elle. Ça a été très compliqué. Il y en a qui l'ont compris, il y en a d'autres qui l'ont pas compris. Il y en a qui m'ont dit, Christelle, tu peux pas rester avec lui, c'est pas possible. Tu peux pas, il va te bouffer ta vie. Je les ai pas écoutés parce que j'étais amoureuse. J'aurais dû les écouter. Ça a été très dur. Et puis, jusqu'au jour où les copines, au bout d'un moment, c'est pas qu'elle te tourne le dos, mais Oui, elle t'évite, tu vois. Pas elle t'oublie, mais en fait, elle voilà, voit t'as qu'il plus peut le rien message. faire, elle peut pas Voilà. écouter, donc elle lâche prise en fait. Exactement, exactement. Donc du coup, il y a eu l'éloignement des filles. Ça a été très compliqué parce que du coup, moi j'habitais en haut d'un immeuble et les filles, je les voyais monter à cheval en bas dans la carrière. C'était très dur parce que je les voyais du haut de mon appart. Et puis je pouvais pas descendre parce qu'il pouvait arriver à tout moment. Donc des fois il arrivait pas, des fois il arrivait. Mais il fallait que j'attende en haut en fait. Et c'était très dur parce que ça me manquait, mais en même temps je me cachais. Donc il y en a une le soir qui venait me rejoindre en bas quand on sortait le chien. Donc je le faisais souvent vers 23 h parce que je voulais pas qu'il me voie. Et on se cachait pour fumer des cigarettes, des Marlboro à l'époque. Mm. Et voilà, c'était mon seul délire de la journée quand j'arrivais à sortir. Et puis petit à petit, elle est plus venue. Parce que pareil, je suis plus venue. Je lui ai dit non, c'est pas bien ce que je fais, faut pas que je fume, machin, nanana, puisque c'était comme ça. Donc il avait déjà réussi à m'éloigner de ma famille, de mes amis. Ensuite, il y a eu l'histoire de ma famille. Il bossait chez mon père. Donc mes parents sont divorcés, moi je vivais chez ma mère et lui bossait chez mon père.
Donc mon père était son patron, et donc mon père allait se remarier. Il allait refaire sa vie donc avec une personne que à l'époque bah, j'avais un peu de mal avec. Hein, voilà, les parents qui viennent de divorcer, bah, t'es avec la belle-mère, c'est toujours un peu chaud quoi, parce que toi tu es du côté de ta mère, et puis ouais, ta mère l'a fait ci, elle a dit ça, nanana, enfin voilà, des histoires de grands, et forcément bah, toi tu prends la défense de ton parent, enfin de ma mère en l'occurrence. Donc j'aimais pas quand on parlait sur elle et tout. Donc je me suis un peu pris de grippe avec elle. Et donc je me suis éloignée de mon père. Je me suis éloignée de mon père. Et pendant plus d'un an, mon mari me disait non, de toute façon ça sert à rien, il te respecte pas, ça se fait pas, il va se remarier. Donc ça se fait pas, déjà tu dois pas aller au mariage, tu dois pas accepter. Euh, mais on verra au moment venu. Donc ça c'était au mois de décembre. Et au mois de mai, quand mon père m'a appelé pour me demander si je venais au mariage, euh, bah là, je savais pas quoi répondre. En fait, j'avais peur parce que moi, j'avais pas envie d'y aller, mais c'est mon père. Donc, tu vois, tu as quand même envie. Enfin, t'as pas envie de le laisser, voilà. Mais non, lui m'avait interdit, donc mon mari. Et, et pour se venger, euh, il m'a fait faire quelque chose de pas beau, deux choses de vraiment pas belles. J'ai dû trouver un stage de troisième. Vous savez, quand on est en troisième, on trouve des stages pour savoir ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Comme on appelle ça, stage en entreprise. Ouais. Je voulais faire dans les chevaux, mais c'était pas possible, vu que monsieur avait dit non, pas les chevaux. Je voulais le faire chez mon père par simplicité, puisqu'il avait la boîte, donc j'ai dit allez. Il m'a dit non, tu travailles pas là-bas, il y a trop de mecs. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait que des mecs. Donc j'ai été voir papa, alors que je lui parlais plus, hein, il attendait la réponse du mariage, et puis voilà quoi. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire rentrer quelque part dans une entreprise? Il faut que je fasse mon stage d'insertion et je n'ai pas trouvé. Donc mon père il me dit, bah ouais, ok, je vais trouver ton stage. Donc il a appelé des gens, il connaissait du monde, il était assez réputé sur là où on habitait. Et en deux temps, trois mouvements, il m'a dit, voilà, tu appelles telle personne, ce sera à tel endroit, machin, nanana. Et il s'est avéré que c'était à la FNAC, au rayon DVD. Non, disque et DVD. Donc je l'annonce à mon mari, qui n'est toujours pas mon mari, hein, puisque j'ai toujours 15 ans à l'époque. Hein. Et Mhm. donc il me dit, ben oui, c'est très bien, au moins tu es loin de l'entreprise de mon père. Et puis j'ai une idée. Ah, ok. Donc stage de troisième, on signe la convention, les 15 jours, j'étais pas à l'école, j'étais pas très très forte, on va dire, j'étais même nulle. Donc bah, j'étais contente d'avoir trouvé ça et je me suis dit, je veux m'appliquer à fond pendant le stage pour avoir de bons résultats. Et en plus, c'était une amie de mon père, enfin de mes parents, du coup, ça faisait 30 ans qu'ils se connaissaient. Mais moi, je l'avais vue deux, trois fois, je la connaissais pas plus que ça, mais elle me connaissait bien parce qu'elle me disait, oui, ça va, machin, t'as bien grandi, nanana. Donc je suis allée, premier jour à la FNAC, deuxième jour à la FNAC. Et au troisième jour, il m'a dit, alors là, j'ai été très manipulée. J'aurais pu réagir, j'aurais pu dire non, j'aurais pu dire écoute mon grand, t'es mignon, mais non, t'es amoureuse et tu veux tout faire pour le garder. Et il m'a demandé de sortir des CD et des DVD de la FNAC. Chose que j'ai faite. Je lui ai ramené les CD et les DVD qu'il m'a demandé, qu'il a revendus dans l'entreprise de mon père, à des collègues à lui. Ça a duré 4 jours. 4 jours, j'ai sorti la liste des DVD et CD qu'il me demandait. Le personnel là-bas avait confiance en moi dans le sens où je connaissais la directrice, entre guillemets, puisque c'était la directrice de la FNAC à l'époque. Donc confiance, le matin en plus je m'étais arrangée pour arriver plus tôt, pour pouvoir finir à 15h30 en même temps que lui, parce que le soir il fallait pas que je prenne le bus toute seule, parce qu'il y avait des mecs, machin, nanana, bref. Donc il me faisait totalement confiance, mon chef, comment on appelle? Le maître de stage, lui, il arrivait à 9h, moi je commençais à 8h30, donc évidemment, je faisais ça de 8h30 à 9h, j'enlevais les plastiques des DVD et je mettais ça dans mes vêtements et dans mon sac. Jusqu'au jour où un soir, quatrième jour je crois, donc ouais, une semaine après, donc ça faisait la quatrième fois que je faisais ça.
Je sors, le vigile très gentil avec moi, hein, bonjour, ça va, très souriant. Et là, il me rattrape par le sac à dos à 4h30. Je marchais dans le dos, il m'attrape mon sac à dos. Oh, et là, j'ai dit, je suis morte. Il m'emmène, il me dit, bouge pas, on va appeler les gendarmes. J'avais 15 ans, hein. 15 ans, je sais pas si 15 ans. Et ça bug. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Voilà. Donc, les gendarmes arrivent. Donc, c'était même pas les gendarmes, c'était la police. Je te dis des bêtises, c'était la police. Police qui m'emmène. Non, déjà, qui m'auditionne là où je suis, hein, à la Fnac. Donc, il regarde, j'avais un DVD. Il y avait un truc d'Astérix, ça c'est sûr, Astérix et je sais pas quoi, là, qui venait de sortir. Et puis, je sais plus, il y avait quelques DVD. Et ils me disent, bah, ma grande, t'as voulu jouer. Nous, ça fait 4 jours qu'on t'a filmé. Donc, maintenant, on va aller chez toi. Et puis, on va aller voir dans ta chambre ce qui se passe. Donc là, la terre qui s'écroule. Ah, ouais. C'est dur d'en parler. C'est assez compliqué. La terre qui s'écroule. Et Je vais ils me désactiver la montent, caméra. Il y a des gens qui me parlent à moi directement. Du coup, ça me ils me déconcentre. montent, ils me montent dans la voiture. Et puis nous voilà partis. Euh, on arrive en bas, je sonne pour rentrer, puisque je voulais pas qu'ils montent. Moi, j'ai pas dit que j'avais les clés, donc ils m'ont dit bah sonne. Donc j'ai sonné. Ma mère était au courant de rien. J'avais les menottes et et donc quand ils sont rentrés dans ma chambre, j'avais une petite chienne à l'époque qui était pas grosse, qui était un peu comme Mikado. Et elle vivait exclusivement dans ma chambre parce que ma mère, bah, dans l'appartement, il y avait des poils et tout. Bref, c'était ma chienne, c'est moi qui m'en occupais, c'était mon petit chien, elle était à moi. Quand ils sont rentrés dans la chambre, la chienne, elle s'est mise à aboyer, les poils droits debout sur le dos et tout. Tu vois, elle a eu peur parce qu'elle voit des mecs rentrer comme ça, habillés en noir. Ma mère, qui comprend rien, ils leur ont dit bah, mettez-vous sur le côté, il faut qu'on perquisitionne l'appartement. Ils avaient un papier. Et donc, enfin, la chambre, pas l'appartement, la chambre uniquement. Et quand ils sont rentrés dans ma chambre, il y a un flic qui a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit, c'est pas toi qui as fait ça. Et je lui ai dit, comment ça? Il me dit, regarde ta chambre. T'as 15 ans, t'as du Disney partout dans ta chambre, t'as des posters de Titi, t'as des trucs de Didol, t'as des peluches dans ton lit. C'est pas toi qui as fait ça. C'est pas toi. Une gamine comme ça, c'est pas toi. Et là, j'ai dit, si, si, c'est moi. C'est que moi. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'il se fasse attraper lui. J'ai dit, si, c'est moi. Parce que j'avais besoin de sous et tout. Ils m'ont dit, sont où les CD que t'as pris? Et j'avais une colonne à l'époque, il n'y avait pas les portables, c'était les 3310 et tout, donc il n'y avait pas de la musique dedans. Et j'avais une colonne de CD. Et malheureusement, dans cette colonne de CD, bah, évidemment, il y avait, moi, fan de Disney, il n'y avait que des Disney, il y avait des trucs, on va dire, d'enfants, enfin de, voilà, même pas d'adolescents à l'époque, c'était, voilà. Ils m'ont dit, mais tu te fous de notre gueule, c'est pas ça. Je dis, si, si, c'est ça. Donc j'ai donné mes CD en me disant que c'était ça, mais que c'était pas du tout ça, en fait, puisque les autres CD avaient été revendus. Ils m'ont dit, ok, va prendre une douche si tu veux, parce que là où on t'emmène, ça va être dur. Donc, une gamine de 15 ans, voilà. Je dis, non, non, c'est bon, je vais pas prendre de douche. Mais moi, je savais pas que j'allais pas rentrer. Je savais pas que j'allais y passer la nuit là-bas. Ma mère en pleurs, qui comprenait rien, parce qu'elle était pas au courant de rien. Et quand je descends, qui est-ce que je vois? Je vois mon mari. Enfin, je l'appelle mon mari, hein, parce que j'ai pas envie de citer son nom. Je vois mon mari qui est en bas, qui m'attendait comme à l'accoutumée tous les soirs, dans sa voiture, sa 306 verte là. Et je le vois partir calmement, mais au calme, tout droit, comme il m'a vu avec les flics et les menottes. Hein. Il m'a juste regardé la tête droite, mais en fait, du coin des yeux. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un de travers, mais du coin des yeux sans tourner la tête. Et il m'a laissé partir avec eux. Et j'ai plus vu. Je l'ai plus vu et je suis partie. Donc de là, audition, je suis tombée sur une super équipe du coup parce que bah, ils avaient compris eux. Après les flics, ils sont pas cons, ils savent. Hein. Donc ils avaient compris. Donc audition, t'es filmé, ils te prennent les empreintes et tout, ils te font enlever les lacets. J'avais des Air Max à l'époque, ils te font enlever les lacets pour pas que tu fasses de conneries et tout. Bref. Et puis je me mets dans un coin dans la cellule. Excuse-moi, hein, ça me Donc rappelle un truc parce que je suis passée il y a 2 semaines. ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
T'as Force à toi. Schlac, 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 schlac. Voilà, tu connais. Tu connais les mains noires et tout. Bref, 15 ans, quoi. 15 ans. Donc, du coup, je vais dans ma cellule. L'équipe de nuit arrive. Et puis là, il y a un monsieur, enfin un flic, qui arrive, qui devait être proche de la retraite. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il laisse la cellule ouverte. Il me dit, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, tu sais, je suis papa et on peut parler, on peut discuter. Je dis, non, non, mais je peux pas parler. C'est comme ça, je l'ai fait, je regrette, j'ai fait une grosse connerie, je regrette, je suis désolée, j'arrête pas de dire je suis désolée. Il me dit, bon, écoute, demain matin, on va appeler tes parents, ils vont venir te récupérer à 8h30, et puis tu pourras rentrer chez toi. Et puis tu seras convoqué au tribunal. Donc ils ont appelé mon père, chez qui je ne vivais pas, puisque j'avais quasiment plus de contact avec lui, et là encore plus la honte, parce que c'était sa copine. Et lui, c'était un grand, je peux pas dire, voilà, c'était un grand cuisinier de là où on vivait. Donc il était très connu dans cette grande ville. Et donc, renommé. Donc, sa fille, elle a volé à la Fnac. Voilà. Il a dit non, je viens pas, c'est hors de question, je viens pas la chercher. Appelez sa mère. Donc, ma mère, elle est arrivée à 6h, la pauvre. Elle est restée 1h30, 2h30 à m'attendre. Mais le flic, donc le fameux qui est venu s'asseoir la nuit avec moi, il m'a apporté, il m'a dit tiens, regarde, j'ai pas le droit, mais je te l'amène. Elle m'avait acheté une brioche dans un sachet, je me rappelle. Putain, j'ai pris la brioche, j'ai fait un câlin à la brioche, quoi. Tellement j'étais perdue. Tellement j'étais complètement perdue, j'ai fait un câlin à la brioche. J'ai serré la brioche contre ma joue, je me revois. Truc de fou. Je sors de là, ma mère me récupère. Plus de contact avec mon père. Je passe au tribunal pour enfants. La même juge qui m'avait vue quelques années avant parce que j'avais demandé à vouloir aller vivre avec ma mère. Elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Machin, nanana. Bon, j'ai eu assez de la chance parce qu'elle m'a dit on va dire que c'est une erreur de jeunesse. Donc à tes 18 ans, ce sera effacé. Donc à 18 ans, voilà, le casier a été effacé. Je suis toujours fichée. Donc du coup, je me suis sortie de là comme ça. Et lui, donc je l'ai revu. Il est revenu une semaine après que je sois sortie, en me disant j'espère que t'as rien dit, j'espère que qu'ils savent pas et tout. Je dis non non, je te jure j'ai rien dit, ils savent rien et l'affaire en plus elle va être étouffée parce que la juge c'est celle qui m'avait vue quand j'avais fait la demande pour aller vivre chez ma mère. T'inquiète pas machin, c'est bon, je vais aller au tribunal et puis c'est tout. Donc c'est passé, voilà. Faut pas le faire, hein, les filles. Enfin, les filles, les garçons, tout le monde, faut pas le faire. Faut vraiment pas le faire, faut pas se laisser. Voilà, c'est pas ça l'amour. Hein. C'est pas du tout ça. Donc, du coup, de là, mon père s'est marié. J'ai pas pu aller au mariage, puisque il m'a interdit d'y aller. Par contre, il m'a dit je vais t'emmener chez Mickey, passer le week-end. Bon, c'est moi qui ai tout payé. Mais bon, j'étais contente parce que j'allais au week-end chez Mickey. Mais j'ai pas eu le droit d'aller au mariage de mon père. Et puis quand on est revenu, une semaine après, donc ce que je disais, mon père était commerçant, donc il avait pas mal de sous. Et à l'époque, il avait fait un mariage gitan. Et les gitans payent toujours en espèces, évidemment. Hein. Pas carte bleue, pas chèque, ils viennent, ils te donnent la mallette et voilà. Et donc, mon mari a vu cette mallette. Et donc, une semaine après, il m'a demandé d'aller, oui, prendre. Donc ça, mon père l'a su, c'est tout neuf, il l'a su. Donc ça date de... J'avais 15 ans, c'était en 2000. Hein. Donc ça, mon père l'a su cet été, au mois d'août. Non, l'été, pardon, je suis perdue là. L'été d'avant, au mois d'août. Donc l'été 2019. Donc j'ai vécu plus de 20 ans avec ça sur la conscience. Il m'a fait prendre la mallette, prendre les clés la nuit. J'ai pris les clés du coffre, je suis allée chercher la mallette, j'ai mis des gants en plastique, latex, que j'ai jeté en plus dans le bureau de mon père, j'ai caché sous une table en plus, tu vois, la débutante de base. Et je lui ai donné la mallette, avec 5000 € dedans. Mon père a fait venir les flics, évidemment, puisque 5000 € qui disparaissent, c'est pas rien. Bon, j'avais mis des gants, donc personne n'a jamais rien su. J'ai jeté les clés du coffre dans le fleuve qui traverse la ville où j'habitais. Elles doivent y être depuis toujours. Et donc, je lui ai donné la mallette. Il est rentré dans son cerveau. Il est rentré dans mon cerveau complètement. Et de là,
il m'a tenu les 20 dernières années de ma vie avec ça. C'est-à-dire que t'as volé ton père pour moi. Et si tu me fais la moindre crasse, je vais lui dire que tu l'as volé. C'est toi qui as l'argent. Il m'aura fallu 20 ans pour trouver le courage et la force, parce que je vous garantis que c'est pas facile, surtout quand on est un peu en conflit avec ses parents, d'aller le voir et de lui dire: Papa, tu sais les 5 000 € qui avaient disparu, c'est quoi? Bah, c'était moi qui te les avais volés. Donc, du coup, euh, comme il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit: faut te avouer à moitié pardonner. J'ai pas pu lui dire de ma propre bouche. Je lui ai écrit un message. Je lui ai dit: viens, on va vers la piscine, faut que je te parle. C'était un soir au mois d'août, donc l'année dernière, 2019. Et je lui ai fait lire un message. Je lui ai dit: je peux pas, j'ai pas la force. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce message, mais il faut que tu saches maintenant, il est temps. Il m'a dit: bah dis donc. Et il s'est décomposé. Et puis il m'a dit: faut avouer à moitié pardonner. C'est papa aussi, hein. C'est les Voilà, parents. Les parents, ils voilà, ne font jamais dans notre vie, malgré tout ce qu'on exactement. peut avoir, tout ce qu'on peut leur faire. Quand on fait des Bah, faits ils sont là. boomerang, on revient vers eux, ils sont toujours là. Et ça, Voilà. pas l'enlever, c'est vrai. Exactement. Mais ça aura été très très long, 20 ans. Il m'aura fallu 20 ans pour retrouver la force, puisqu'il y a encore un an, il me tenait en chantage avec ça. Il me tenait au chantage à la maison, de pas partir, de faire ci, de faire ça, parce que sinon il balançait à mon père ça. Et va dire à ton père, le regarder droit dans les yeux et lui dire: papa, je t'ai volé 5 000 €. La pression psychologique. Ça, Voilà. Quel gamin n'a pas pris 5 € à son père, à sa mère? C'est bon. Mais là, on parle de 5 000 €, on parle d'enquête policière, on parle il savait de ce lourd. qu'il te faisait faire. On parle de lourd. On parle de lourd. Donc voilà. Ensuite, il y a eu que on a donc donc le temps a passé. Je suis restée avec mon mari. À 18 ans, il m'a fait rentrer du moins dans le crédit de la maison qu'il achetait pour vivre avec ses parents. Donc on l'avait acheté en indivision. J'avais 18 ans, mais moi je vivais pas dedans. Donc il m'a dit: quand on se mariera, tu auras le droit de venir vivre dedans. Ok, ben qu'on fasse comme ça. Et puis 3 ans après, donc on s'est mariés. Puisque folle amoureuse, hein, donc mariée, j'avais 21 ans. Tu l'as rencontré super jeune, donc Ouais, ouais, ouais. et là, bah, autant rester avec lui, quoi. Exactement, exactement. Donc du coup, voilà, je me suis mariée avec lui. On a vécu, on a vécu 1 an et demi avec son frère dans la maison. C'était très compliqué parce que moi, j'avais pas le droit de vivre avec lui tant qu'on n'était pas mariés. Mhm. Donc voilà, c'était très compliqué parce que tu viens de te marier, t'as jamais, c'était ma première maison. Mon premier mec, voilà, tu vois, t'as envie de profiter. Bah non, il y avait son frère au milieu. Donc bon, je suis restée avec le frère qui me faisait la misère. Oh là là, il me dit: putain, j'étais son esclave, je ramassais toute sa merde et tout. Mais bon, c'est Déjà, passé. un, c'est dur. Alors deux, Voilà, t'as compris. Mais le frère était pire que lui, je crois, au niveau bordel et tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis est venu que son père, à lui, est décédé. Il est décédé dans mes bras, à l'hôpital. De vieillesse, hein. Il avait 82 ans à l'époque, il avait un cancer, enfin il n'était pas très bien, quoi. Donc du coup, il est mort un matin à 6 heures dans mes bras. Donc son papa, je m'en suis occupée jusqu'à la fin. Je l'ai lavé, j'ai fait la toilette mortuaire, comme on dit, je l'ai habillé, je me suis occupée de lui complètement. Je suis allée aux pompes funèbres, j'ai organisé l'enterrement, l'église, le machin, j'ai tout organisé. Et donc, la vie a continué. Il était toujours: je veux pas que t'aies des copines, c'est des putes, t'as grandi avec, je t'ai trouvé, Ah oui, il m'a trouvé sur le trottoir aussi. Trouvé sur le trottoir. Tu connais, sur le trottoir, j'étais sur le trottoir. Moi, fille de. Voilà, je peux pas dire la fille de qui je suis, mais voilà. Bref, il m'a trouvé sur le trottoir. Donc bon, je disais rien, je me rabaissais. Et puis un jour, il m'a dit, je lui ai dit: écoute, ok, je peux pas avoir de copine, par contre, je veux un cheval. Je veux me reprendre un cheval, je peux pas vivre sans cheval. Donc on avait une grande maison, un grand terrain. J'ai dit: je veux mon cheval. Donc j'ai été m'acheter ma jument, ma petite ponette, elle était pas très grande. Luna, que j'ai toujours. Et donc je m'en suis occupée pendant 2 ans. Et là, je suis tombée enceinte, évidemment, puisque je voulais ouais, un bébé aussi. ouais.
voilà, mariage, 2 ans après, tu fais le bébé, voilà. Et en même temps, mon père a vendu sa société et on s'est retrouvés tous les deux au chômage. Donc il fallait faire quelque chose de notre vie parce qu'enceinte, le crédit, ben voilà, on voulait pas tout perdre. Donc on a décidé d'ouvrir un resto. Donc on a ouvert ce resto en même temps que j'étais enceinte. Donc j'étais enceinte de 5 mois quand on l'a ouvert. Waouh. Et donc bah, jusqu'à la fin, j'ai travaillé la veille de mon accouchement, j'étais au resto. Mais je lui ai dit attention, parce que moi je sais ce qu'est l'argent, parce que j'ai grandi dans l'argent. Par contre, toi qui arrives de là où tu arrives, tu n'avais pas d'argent. Là, tu vas avoir un restaurant, tu vas avoir de l'argent. Tu vas savoir ce que c'est que d'avoir de l'argent et ta vie, ta tête, elle va tourner si tu n'as pas la tête sur les épaules. Mais non, t'inquiète, machin, nanana, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je ne me suis pas trompée. La petite, les échographies et compagnie, hein, toute seule. Hein. Et puis jusqu'au jour où je vais faire la dernière écho. Et là, le gynéco, il me dit, bon, écoutez, vous avez un petit bébé, mais vous aussi, vous êtes toute petite. Donc, le bébé, il va pas passer, on va faire une césarienne. Donc, je vais vous appeler d'ici quelques jours pour programmer la césarienne. Parce que ça sert à rien de vous faire souffrir, et vous et le bébé, parce que de toute façon, elle passera pas. Elle était toute petite, elle faisait 2,6 kg, mais elle passait pas. Donc, j'ai dit, bah, pas de souci. Et donc, le 8 février, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, bah, il y a de la place. Il y a de la place demain, venez ce soir si vous pouvez, comme ça, on fait la césarienne ce soir, demain matin. Donc demain matin, vers 6h30, vous ouvrez la césarienne, machin, machin. Ok, bon, je finis mon service, j'avais trop peur et tout au resto. Je dis, putain, je vais avoir un bébé et tout, mais tu réagis, enfin, c'est un truc de fou. Et je pars à l'hôpital. Et là, j'entends les femmes hurler toute la nuit. Samantha, il y en a, elles ont hurlé, mais toute ma vie, j'aurais les bruits quand elles accouchent. Je disais, mais je vais mourir, c'est quoi ces cris-là que j'entendais? J'avais trop peur, malheur. Et du coup, le lendemain matin, ils viennent me chercher, ils me disent, bon, bah, on y va. Je dis, bah, non, le papa, il est pas là, en fait. Ouais, ok. Et à un moment où j'ai dit, ouais, ok, il y a une autre femme qui est arrivée, elle hurlait. Donc, elle devait voir les contractions et compagnie. Donc, ils sont partis la faire accoucher avant moi. Moi, je m'en fous, je sentais rien, j'avais pas de contractions, j'avais rien. Donc, du coup, 9h, lui, il était toujours pas là. Je l'appelle, je dis, mais tu fais quoi là? Parce qu'en fait, là, je vais accoucher. On t'attend. Oui, attends, je suis au resto, je te rappelle. 11h, ouais. 11h du matin. Ma foi, toujours pas là. Le médecin, il me dit, on fait quoi là? Parce qu'il va falloir faire quelque chose. On a des trous, on peut y aller. Ça urge pas, mais on peut y aller, quoi. Je dis, non, mais il est pas là et tout. Est-ce qu'on peut attendre à 14h, la fin du service et tout, s'il vous plaît? Bon, bah oui, 14h, mais dernier carat, parce que nous, après, on a un planning à respecter. Si on a des urgences qui arrivent, ben, on sera obligé de les faire passer avant vous. J'avais soif, j'avais faim, j'étais à jeun, j'en pouvais plus. Bref. Donc, 14h, il est pas là. Je pars en salle de césarienne, évidemment. Et puis là, ben, césarienne, hein, donc ça se passe super. J'étais morte de trouille, hein, j'avais la peur de ma vie, je tremblais comme une feuille, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis non, en fait, ça s'est super bien passé. Et là, ils me donnent ma fille. Ils me disent comment elle s'appelle. Donc, bah, je dis le nom de la petite. Et ils me disent, mais elle a qu'un prénom? Je dis, oui, juste ça. Et le papa, je dis, ben, le papa, je sais pas où il est. Donc, si vous avez des nouvelles de lui, bah, en cas, voilà. Et donc, quand je suis remontée dans la chambre, bah, il était là. Je dis, mais tu faisais quoi? Il me dit, bah, j'avais des clients au resto, je pouvais pas venir. Je dis, mais attends, c'est pas comme si je suis partie en urgence. C'était programmé, mon accouchement. Tu aurais pu venir, quoi. Enfin, je te demande pas d'assister non plus. C'est dégueulasse, je le conçois, il y en a qui ne supportent pas. Mais sois là, tu m'attends dans la chambre ou quoi. Normal, tu vois. Donc, bon, est passé. Donc, ça, c'était au mois de février. Et puis, bon, la vie a continué. Donc, je suis retournée travailler au resto très, très rapidement avec la petite. L'allaiter entre deux clients, c'était l'enfer. Mais c'est pas grave, j'ai tenu, je suis trop forte. Force aux femmes, oui. Et donc, est arrivé Noël. Et à Noël, on avait fait beaucoup de clients le midi, fatigués. Et mon père m'appelle, il me dit, oui, vous venez toujours ce soir. Ta belle-mère, elle a tout préparé, la table, machin, nanana. Oui, on vient. Et puis lui, il me dit, ouais, je suis crevée, qu'est-ce que tu me saoules avec ton Noël, machin, nanana. La petite avait 10 mois. Et moi, sur les nerfs, parce que la petite qui me faisait ses dents, lui qui me cassait la tête, moi, j'étais trop stressée, j'étais trop fatiguée, j'en pouvais plus. Je dis, bon,
J'ai dit, tu sais quoi, on va rester là. T'appelles mon père, on reste là, on n'y va pas. Non, ça se fait pas. Du coup, vas-y, viens, on y va, machin, nanana. Je dis, attends, tu fous de ma gueule, il y a 2 secondes, tu me dis. Donc, je me rebellais un petit peu. Je lui avais jamais parlé mal. Et là, je prends la petite, je l'habille, je vais dans la cour, enfin, dans la cour, dans le jardin, pour la monter dans la voiture. Il est arrivé, me demandez pas d'où il est arrivé, il m'a attrapé par la gorge, il m'a dit, plus jamais t'emmèneras ma fille nulle part. Je dis, mais on est le soir de Noël, là. C'est son premier Noël, on l'emmène chez son grand-père. On y va ensemble. Tu restes là, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Hein. Ok. Bon. Donc là, c'est pas tant le geste, c'est pas tant le mal qui m'a fait, parce que j'ai pas eu si mal que ça, mais c'est le geste en fait qui te, tu vois, qui te marque. C'est le premier truc, c'est voilà, c'est le geste en fait, tu t'y attends pas. Donc de là, j'ai plus accepté de dormir avec lui, évidemment. Je me suis mise en bas dans le canapé, on avait une grande maison heureusement, avec la petite de 10 mois. Lui est monté se coucher. Et puis j'ai fait le premier Noël de ma fille avec ses cadeaux. J'avais fait plein de cadeaux, des peluches, des machins. Et puis on a fait Noël toutes les deux en bas dans le salon. Et puis on est resté en bas dans le salon. Il s'est passé 2 ans. 2 ans en dents de scie. Un coup très gentil, un coup très... Il était très violent par la parole surtout. Très... il te tournait le cerveau en fait. Voilà, il travaillait beaucoup le cerveau. La violence physique, il n'y en avait pas. La seule violence physique, ça avait été quand il m'avait attrapé la gorge. Et puis donc, il s'est passé 2-3 ans, ouais, 2-3 ans comme ça. Et puis un jour, je lui dis, on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. On fait que se disputer, on se détruit. Je veux partir. Laisse-moi partir. Je vais continuer à travailler avec toi parce que ce restaurant, je ne peux pas le laisser. C'est ma vie comme la tienne. Je vais travailler avec toi, personne ne saura rien, parce qu'on habitait un tout petit village. Donc je dis, personne ne saura rien, mais s'il te plaît, laisse-moi juste partir. Je veux juste partir. Je veux partir. Oui, et tu veux aller où? Si sans moi, t'as pas de travail, t'as pas de maison, on ne donnera jamais ta fille, t'es une mère indigne, et patati, et patata. J'étais morte de trouille, je parlais plus à mon père, je parlais plus à ma mère, je parlais plus à personne, j'avais plus d'amis. Il avait fait le vide complet autour de moi. Donc tout ça, ça avait été fait dans les années qui ont précédé toutes ces choses. Ça a été fait sur du long terme, ça n'a pas été fait doucement. C'était très dur de reprendre contact avec les filles en leur disant bon, vous aviez raison, au secours, aidez-moi quoi. Non, c'est trop de choses étaient passées. En plus, entre-temps, elles étaient venues manger, ça je me rappelle, elles étaient venues manger au resto pour faire la connaissance de mon mari, du bébé, et lui, il était tout gentil avec, et nanani, et nanana, parce qu'attention, hein, dans le village, c'était le bon Dieu, lui. Hein. Tu le voyais, tu te mettais à genoux, et voilà, c'était le bon Lui, Dieu. c'est pas la folle et c'est lui le normal. Exactement. Exactement. Et puis, il est arrivé que j'en pouvais plus de tout ça. Et heureusement, j'avais de la famille dans le sud de la France. Et le week-end, du coup, pour plus qu'il y ait toute cette violence morale, on va dire, et psychique, parce que c'était pas encore physique, euh, le week-end, je partais dans le sud. Mais je n'avais pas le droit d'emmener ma fille. J'ai eu le droit juste une fois de l'emmener, mais ça a été l'enfer quand je suis rentrée. Donc, du coup, je la laissais, mais je la laissais pas toute seule. Je faisais venir ma mère à la maison. Donc, moi, elle me parlait pas, mais elle parlait à mon mari, puisque c'était lui le bon Dieu et moi, j'étais une connasse. Hein, puisque même à elle, il avait réussi à lui faire virer le cerveau. Et puis, un jour, il s'est arrivé qu'elle a fait à manger à la petite, et puis elle a fait chauffer le micro-ondes de la pure, et je sais, moi, ce qu'elle a fait. Bref. Et la petite, elle s'est brûlée. Elle a mis la fourchette à la bouche, c'était trop chaud. Enfin, voilà, c'est pas dramatique, elle n'était pas brûlée. Attention, hein, pas enfant, c'est partage. Hein, elle s'est brûlée, normal, elle a pleuré. Et là, lui, il est arrivé, il a mis un coup de pied dans le ventre de ma mère. Ouais. Moi, j'étais pas là. J'étais dans le sud. Et ma mère, donc, a rien dit. Elle venait en plus. Enfin, elle avait eu comment on appelle? Les femmes là qui se font enlever tout au bout d'un moment, là, sinon ça fait des cancers pour plus avoir de bébé. Stérotomie, enfin un truc dans le genre, quoi, tu vois, opérer du ventre. Bref. Donc, du coup, ça a commencé comme ça.
Et puis un jour, il y a une dame qui est venue, qui a toqué à ma porte et qui m'a dit: «Oui, j'ai vos chevaux, j'ai ma fille, on est en train de divorcer, vos chevaux, elle en est fan, est-ce qu'elle peut s'en occuper?» Puisque j'avais racheté un deuxième cheval entre-temps, on avait un grand pré, donc ils étaient au pré à la maison. «Est-ce qu'elle peut s'en occuper? Elle a 14 ans, elle est pas bien dans sa tête, il faut qu'elle prenne l'air, faut qu'elle sorte de chez nous, elle est pas bien». Donc moi, hein, bah vas-y, viens t'occuper des chevaux, parce qu'entre le resto, la petite et machin, les chevaux, ça faisait malheureusement longtemps que je m'en occupais. Et oui, ils avaient à boire, à manger, mais disons que je les montais plus, quoi. Donc j'ai dit oui, bah pas de souci, qu'elle vienne, machin, nan, nan. Elle est venue deux, trois fois. Et puis je me suis prise de sympathique, cette gamine, parce que bah ça faisait un peu la grande sœur de ma fille. Elle avait 14 ans, elle était sympa, pour retrouver une copine un petit peu, parce que bah, je pouvais parler avec elle, je pouvais me confier à elle. J'avais personne à qui parler. Donc évidemment que voilà, je allais pas venir chez elle, donc je la faisais venir le week-end, je l'emmenais en vacances, on partait tous ensemble. Et on l'a emmené dans la famille donc, de mon mari à Paris à l'époque. Il avait une sœur. Donc on était allé à Paris. Et donc il avait dit à sa sœur, oui, bon, pour la blague, oui, c'est ma fille cachée, elle a 14 ans, je l'ai retrouvée, je vous l'ai pas dit. Bon, bref, il l'a fait passer pour sa fille cachée, mais dans de l'humour en fait, pas méchant quoi. Et donc sa sœur l'a dit, ah ouais, elle est trop belle, machin, nanana, tatati, tatata. Puis bon, au final, je lui dis, mais arrête de mytho, c'est bon, maintenant on va dire la vérité, ça fait 3 jours on est chez eux, tu peux pas mentir aux gens comme ça, ça va. Je rigole de 2 heures, 3 heures, mais pas 3 jours. Et donc j'explique, donc ils me disent, ah ok, bah, pas de souci. Et puis cette gamine, bah, elle s'est mise à vivre plus ou moins avec nous. Donc comme elle vivait avec nous et qu'il y avait d'énormes tensions, je me servais entre guillemets d'elle pour garder Joy le week-end, pour pouvoir moi me sauver. Parce qu'au restaurant c'était l'enfer, c'était toute la journée, tu serais rien, t'es moins que rien, sans moi t'es de la merde, c'est moi qui t'ai mis là où tu es, si tu bouges une oreille je te tue, je te mets sur un bateau, je t'envoie dans mon pays, ils vont te couper la gorge. Mais quand vous avez personne autour de vous, ben, il se passe quoi dans votre tête? Vous pouvez que le croire. Donc du coup, ben, je suis restée avec lui. Mais par contre, le week-end, je partais. Ouais, je partais et je laissais donc la petite, bah, cette gamine avec lui. Voilà, normal pour moi. Elle avait 14 ans, elle aimait ma fille, elle s'occupait bien d'elle. Et puis jusqu'au jour où, ben, au final, je me suis aperçue qu'elle s'occupait ni de ma fille, ni de mes chevaux, mais qu'elle s'occupait de mon mari. Elle avait 15 ans quand je m'en suis aperçue. Et lui avait 37 ans. Donc on était toujours sous le même toit. Euh, toujours les mêmes tensions, les mêmes cris. La petite, elle se mettait les mains sur les oreilles, je me rappelle. Tellement que ça criait à la maison. Elle mettait ses mains sur les oreilles pour pas nous entendre nous disputer. Et donc quand je me suis aperçue que cette jeune fille était avec mon mari, je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, si t'es amoureuse de lui, bah, tu me le dis, vous vous mettez ensemble, que moi, je puisse prendre ma fille et partir. Parce que là, à ce moment-là, bah, tu perds tout, t'as plus rien. T'as plus de maison, t'as plus de travail, t'as plus rien. Tu veux juste prendre ta fille et partir. Exactement, exactement. Comme Mais une femme, une femme, une femme. comme elle était majeure, comme elle était mineure, évidemment, qu'ils n'ont pas avoué. Par contre, ils partaient en vacances ensemble dans les hôtels. Je prends l'exemple de l'été de ses 16 ans à elle. On devait partir en Espagne comme chaque année. On partait. Et la veille, il m'a dit, tu restes là et moi je pars en vacances avec cette fille et ma fille. Ah. C'est ok. Et je lui ai dit, mais pourquoi? On part une fois par an en vacances, on galère avec le resto, emmène-moi. Non, tu restes là. Ok. Donc moi, évidemment, je ne suis pas restée là, hein. Je suis pas stupide, hein. Je suis partie. Je suis partie en vacances de mon côté, dans le sud. Et là, excuse-moi, à ce moment-là, tu avais quel âge? À ce moment-là, c'était en 2015. Donc moi, j'avais 30 ans. Voilà, parce que les gens, ils sont restés encore 15 ans, c'est ou quand elle l'a rencontré, les gars. Là, Ah elle a oui, avancé de 15 ans, elle est avec oui, le oui, moi ça fait bébé. 15 ans, je suis mariée, j'ai le bébé, voilà. Et c'est la gamine de 15 ans donc qui est venue quand moi j'avais 30 ans, qui est venue taper à ma porte.
Donc, du coup, il part en vacances avec cette gamine de 15 ans, enfin 16 ans, puisqu'elle avait mis un Aïe, âge. Ouais. Donc, j'appelle sa mère, à elle. Je lui dis, tu sais que ta fille, elle est avec mon mari et ma fille dans un hôtel en Espagne, parce que c'est moi qui ai réservé la chambre d'hôtel comme chaque année, parce que ben, on était un peu casaniers, hein, donc c'était toujours la même chambre, le même hôtel, le même lit, toujours la même chose pendant 6 7 ans. Elle me dit, oui, alors. Je lui dis, ben, c'est normal, ta fille 15 ans, mon mari 36 37 ans, ça va pas dans mon couple, ta fille elle a tout ce qu'il faut où il faut, et ça te dérange pas de la laisser partir avec un bonhomme que ça fait 3 ans peut-être qu'il n'a pas touché sa femme. T'es qu'une tarée, patati, patata, t'es une folle, elle le prend pour son père, laisse-les tranquilles, t'es complètement tarée. Ok, ok, pas de problème. Je vais pas me rajouter des problèmes, j'en ai déjà tout le tour du ventre, hein. Je suis à la maison, je suis cataloguée comme étant la connasse de service, donc bon, ma foi, c'est moi la connasse, pas de problème. oh, comment t'as enduré ça entre deux? Comment t'as tenu quoi? Quand je suis rentrée, au mois Calme. de... quand il est rentré de vacances, j'ai rien dit. Donc on continuait à faire chambre à part, hein. On était en chambre à part, moi je dormais plus avec lui de toute façon, c'était niette, je me fermais dans la chambre. Et puis un jour il m'a dit, tu fermes pas à clé, t'es pas chez toi. Si je me fermais, c'était par sécurité, on va dire. Mhm. Et j'ai dit ok, je me ferme pas à clé. Je faisais tout ce qu'il me disait en fait. Voilà, j'étais vraiment, comment on dit, lobotomisée par lui. Mais le soir, j'avais trouvé une parade en fait. Je couchais ma fille. Donc toute la journée au restaurant, c'était des cris, c'était des pleurs, j'ai retrouvé des enregistrements, des trucs de fou. Et donc en 2016, c'était 2015-2016, tous les soirs à 23 h, quand ma fille dormait, quand lui dormait, parce que lui il se couchait avec les poules, hein, 8h30, il n'y a plus personne. Je descendais sur la pointe des pieds avec, avec mon petit pyjama. Et, et là, ça a été un moment. Ça a été dur. Ça a été dur parce que je couchais ma fille le soir. Prends ton temps. Désolée, désolée, désolée. Je couchais la petite. Je me retiens parce que je suis maquillée, les gars, et vous allez me voir en mode zombie. Prends ton temps. Nous avons maquillé. Nous sommes 3 dans cette pièce, 4 avec Mikado. Nous avons tous les larmes de donc, Gaillage. on va se calmer. Allez, Et aussi, elle a les donc, larmes. elle dormait. Elle dormait. Et je prenais ma petite chienne parce que je m'étais racheté un chien entre-temps, que j'ai toujours. Et je partais. Pendant 8 mois, j'ai fait ça, du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Donc j'ai passé tout l'hiver. Tous les soirs de 23 h à 5 h, 4h30 du matin, on va dire. Je partais dormir dans le box de mes chevaux, dans la cabane de mes chevaux, dans le terrain, en face. Parce qu'en fait, j'avais peur, il était devenu trop violent. J'avais juste envie de mourir, j'en avais marre. Je savais plus comment me sortir de là. Ouais, Donc, tu n'es même pas à la même maison, quoi. Il a jamais remarqué qu'il y a. j'avais rien, j'avais rien. Je dépendais entièrement de lui. Donc j'allais dormir avec dans la cabane de mes chevaux. Bon, moi j'étais en sécurité parce que je savais qu'il viendrait pas me chercher là-bas. Donc c'est une cabane en bois et je m'étais fait livrer du foin. Mais les chevaux la journée ils me mangeaient le foin. Alors le soir il y avait plus rien, il y avait que des cacas. Alors je m'étais caché une botte de foin plus loin. J'avais mis sous un gros sac poubelle que j'avais coupé. Les chevaux ils l'avaient pas trouvé donc j'avais pu me faire mon lit avec ça. Mais c'est pour dire voilà j'étais très aisée parce qu'on avait un restaurant. J'ai toujours bien vécu parce que mon père était très riche. Je me suis retrouvée dans cette cabane tous les soirs, à pleurer, à espérer, à prier, à regarder la lune et à chaque nouvelle pleine lune, à genoux par terre, je faisais des prières, j'en avais marre, je voulais partir, je voulais quitter cette vie. Tout était trop lourd.
Et c'est là que toi, bah ouais, c'est là que toi, t'es rentré dans ma vie, on va dire. Parce que du coup, je sais pas, me demande pas pourquoi, me demande pas comment, mais j'ai trouvé, je t'ai vu une fois sur internet, puisque la nuit, ben, t'es dehors, hein. J'étais dans un champ noir, hein. Donc j'étais au milieu de rien, dehors, dans le froid. Donc je dormais sans dormir, je passais la plupart du temps sur le téléphone. Et donc j'ai tombé sur des vidéos à toi, et tu me faisais rire, t'étais dans ta chambre avec tes idoles, là, je me rappelle. Et je dis, elle est trop forte, cette fille, elle me fait trop rire, il y a qu'elle, en fait. Ça fait Et, plaisir. et t'es devenue, t'es devenue une amie virtuelle sans que tu le saches. Mais j'attendais qu'une chose, c'était une nouvelle vidéo, parce que il y avait vraiment que toi qui arrivait à me faire sourire, qui arrivait à me faire, pas sourire, mais oublier un petit peu quelques instants. Donc je repassais tes vidéos en boucle. Et puis je m'imaginais, je m'imaginais, enfin des trucs. J'étais grande, j'avais 30 ans, quoi. J'imaginais que tu m'appelais, tu me disais, viens, tu vas dormir à la maison et tout, le lit il est grand, tu peux dormir à la maison, t'inquiète pas. Enfin, je devenais complètement tarée, quoi. Alors que bah, j'avais 30 ans, j'étais mère de famille et je me raccrochais, excuse-moi du terme, ça m'a, mais c'était voilà, c'était une gamine dans un téléphone, quoi, que je connaissais même pas. Donc, du coup, ça a été compliqué, mais tu m'as aidé sans le savoir bah, à tenir parce que parce que voilà, tes vidéos elles étaient rigolotes, tu me faisais rire, tu me faisais kiffer. T'avais des trucs d'idole comme moi, j'avais des trucs d'idole avant. Enfin bref, j'étais voilà, j'étais trop contente de te voir. Et puis un jour, j'étais au restaurant, donc je dormais encore dans la cabane de mes chevaux. Et puis un jour, j'étais au resto et là j'ai dit il faut que je m'en sorte coûte que coûte, il faut que je parte, faut plus, je peux plus. Je peux plus supporter toute cette violence, je peux plus. Il faut que je trouve un stratagème pour pouvoir me sauver de là. Mais pour montrer que c'est pas moi qui suis en tort. Et arrivé au resto, comme tous les matins, au lieu d'aller dans la cuisine et de me faire insulter et pourrir, je suis restée dans la salle. Et là, il y avait ma serveuse. Et il est venu vers moi, il m'a dit Lou, le chèque, parce que je devais récupérer le chèque chez un client qui avait mangé la veille. Et j'y avais pas été, j'avais pas été le chercher, mais bon, le mec, il venait tous les 2 jours au resto, on savait où il habitait, enfin voilà quoi, il allait revenir, j'allais pas les taper chez lui, chercher un chèque de 26 euros. Bon, voilà. Je dis, j'y ai pas été. Il me dit, tu vas pas, je dis non, j'y vais pas. Et là, il m'a dit, il a répété encore une fois, t'es qu'une pute. Et il m'a couru derrière. J'ai couru à toute vitesse, je me suis mis derrière le bar. Et là, il m'a tiré une gifle. Parce que lui, l'argent, ça le rendait fou, en fait. Ça le rend fou. Et il m'a tiré une gifle devant ma serveuse. Et il est reparti dans la cuisine. Et là, ma serveuse, elle m'a dit, pars, sauve-toi. Donc, c'était en novembre 2016. Et là, je suis partie. Je suis partie à la gendarmerie. Je me suis dit, c'est qu'une claque, mais c'est peut-être cette claque qui va me sauver, en fait, de tout ce que je vis. Et les gendarmes, ben, ils m'ont pris ma déposition. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez pas de traces. J'ai dit, ouais, j'ai pas de traces, mais j'en ai eu par le passé, puisque j'ai pas tout raconté, hein. Mais j'ai fini quand même 3 fois à l'hôpital. Ok, bah on va préciser pour toutes les femmes battues. Là, c'est un exemple. Prenez des photos. Prenez des photos Voilà. pour Parce éviter qu'aujourd'hui, c'est ça d'énergie humaine qui, en c'est face ça de qui va le punir en fait. Parce que j'ai eu la présence d'esprit de prendre des photos. Je n'ai pas porté plainte toutes les fois où il l'a fait, c'est-à-dire entre 2014 et 2016, mais j'ai pris des photos. vous. Et ça, c'est grâce à un urgentiste à la clinique. J'avais fait 3 cliniques différentes parce que c'était très rapproché les coups. Et du coup, je voulais pas qu'ils se fassent démasquer. Parce que les mecs, ben, ils voient. Il m'avait dit comment vous avez fait ça. Je dis, bah, c'est mon cheval. Il me dit, votre cheval, il a des marques, il a des doigts à la place des sabots. Il m'a dit, si je marque c'est le cheval, ça restera le cheval. Je dis, oui, oui, marquez que c'est le cheval. Il me dit, par contre, vous pouvez faire des photos. Et dans quelques années, vous vous servez de vos photos.
Et je remercie aujourd'hui ce Black, je me rappellerai toute ma vie. Je le remercie vraiment parce que bah, grâce à lui, je passe au tribunal au mois de septembre et les photos vont ressortir. Donc les filles et les femmes, il faut pas vous laisser faire. Il faut Ouais, pas vous laisser c'est vrai. intimider. Exactement. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est trop dur, c'est trop dur. Ou alors Ça faites comme elle, détruit. parlez-en, parlez-en, Voilà, parlez-en. faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Faites pas comme moi parce que. Et après, il a fallu retourner. Il a fallu retourner chez lui parce que j'avais ma fille là-bas. Il a fallu retourner chez lui après avoir porté plainte. Donc la peur au ventre parce que je me suis dit à tout moment, les gendarmes, ils vont le convoquer. Et là, t'es chez toi, tu sais pas ce qui peut arriver. Donc t'attends. Et puis il y a été, tout calme. Il a dit non, moi j'ai rien à me reprocher. Et puis il est ressorti aussi libre qu'il a été, quoi. Donc bon, la justice c'est très long. Aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont aidé. J'ai 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé, que j'espère pouvoir remercier. C'est encore trop tôt. Mais voilà, pendant 2 ans, bah, on a été nourris avec ma fille à la Croix-Rouge et au Resto du Cœur. Ils nous livraient des rations de survie. Ça fait très mal de recevoir des rations de survie quand vous êtes quelqu'un de connu, dans le sens où je vous dis que j'avais un restaurant et que mon père était un grand commerçant dans une grande ville reconnue. Il n'était pas au courant. Lui a été au courant donc au mois d'août, en même temps que je lui avouais ce que je lui avais volé. Donc de là, bah, il m'a pris chez lui. J'ai pu récupérer ma fille, ça a été très 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 dur parce qu'il a fallu attendre. Et la justice française, c'est très long. C'est très 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 long. Il a fallu que j'attende 2 ans avant de pouvoir voir un juge et récupérer ma fille. Donc ça a été très compliqué. Mais aujourd'hui, merci, elle est avec moi. Ouais, ça finit bien, quoi. Ça se finit que pour le moment, le divorce n'est toujours pas prononcé, mais je commence à reprendre pied dans le sens où bah, j'ai retrouvé mon père et ma belle-mère, donc au mois de août l'année dernière, qui nous ont, donc pas de cette année, l'année dernière, qui nous ont hébergé ma fille et moi. Et donc ils m'ont pris un appartement à côté de chez eux. Et quand on pense que tout est fini, eh ben tout n'est pas fini. Parce qu'il s'est avéré que août, septembre, octobre, ma belle-mère me donnait beaucoup de choses pour mon appartement. Énormément de choses. Donc la femme de mon père, avec qui je m'entendais pas quand j'étais petite. Mais bon, après, les choses, j'ai grandi, les choses ont changé. Donc je lui ai tout expliqué aussi. Et donc elle m'a préparé beaucoup, beaucoup de choses pour mon appartement. Des vêtements, des sacs. C'était la femme très coquette, très... Voilà. Et au mois de novembre, j'ai retrouvé... J'ai... J'avais retrouvé un travail, parce que j'avais plus de travail, hein. Ça aussi, c'est pareil, j'avais tout perdu, ma maison, tout. Et au mois de novembre, je vais demander juste une pause de 2 secondes, parce que je ne veux pas que ma fille entende ce que je vais vous dire. Parce que ça, c'est trop grave, donc je vais la déconnecter. Joy, t'es encore sur le live ou pas? Non. Ok, tu regardes pas, d'accord? À partir de maintenant, tu regardes plus. Donc au mois de novembre, je pars au travail. Elle m'appelle. Elle me dit est-ce qu'on garde la petite ce soir? Parce que bah maman solo, évidemment, on a besoin de quelqu'un pour garder l'enfant quand tu travailles en restauration le soir. Donc je lui dis non, non, c'est le week-end où elle est chez son père. Donc ça c'était il y a un an. Dans la fin du mois, ça fera un an. Il n'y a plus de connexion. Je vous ai perdu. Non, non, on t'entend, on t'entend. C'est bon. Donc je pars travailler. Et mon père, injoignable, j'essayais de lui dire papa, je passerai pas ce soir parce que il pleuvait, il fallait que j'aille rentrer chez Pi. Elle était dehors, ma petite chienne qui était restée dehors. Donc je dis, elle va pas rester dehors jusqu'à minuit, la pauvre, je vais la rentrer. Donc je passe pas chez vous. Mais il décrochait pas, ni l'un ni l'autre. Et puis je reçois un coup de fil. Non, c'est moi qui l'appelle 17 fois, je l'ai appelé. Je dis, papa, tu fais quoi là? J'ai le temps de mourir, quoi. Je t'appelle et tu décroches pas. Et là, il me dit, donc je dis elle parce que je n'ai pas forcément cité son prénom. Elle s'est suicidée.
Comment ça, elle s'est suicidée? Oui, elle s'est suicidée. Donc là, prends la voiture que je n'avais pas parce que il y avait une fuite de gaz dans mon immeuble, alors je pouvais pas démarrer la voiture. Bref, je demande à mon patron qui m'emmène chez mon père. Et ma belle-mère s'est effectivement pendue à la maison. Elle était, euh, elle était dépressive, mélancolique. Peut-être que mon histoire, quand je lui ai tout raconté, ça l'a peut-être aidée dans son action, parce qu'elle était très fragile et d'entendre ce que j'ai vécu, ben, ça l'a sûrement encore plus fragilisée. Donc aujourd'hui, ben, je m'en veux. Il y a de ça, j'en suis certaine. Et, et donc, de là, ben, j'avais retrouvé mon père, j'avais retrouvé une stabilité, un travail, j'avais ma fille. Mais il y a eu cet événement qui est arrivé. Et ça a de nouveau tout fait basculer. Donc ça a été un répit de quelques mois. Ça a été 3 mois de répit. Donc de là, je m'installe avec mon père et ma fille. Enfin, ma fille, du moins, on s'installe avec mon père. Et là, la descente aux enfers revient. Parce que j'apprends en même temps que la fille, la fameuse gamine qui était avec mon mari, qui vient d'avoir 18 ans, était enceinte de mon mari. Nous ne sommes pas divorcés. Au tribunal, pour avoir la garde de ma fille, il a dit que c'était la nounou de ma fille et rien d'autre. Que c'était moi la mytho, que c'était moi ci, c'était moi là. Il a fait valoir que c'était moi la, comment on dit, ouais, la mytho qui inventait des histoires en fait. Sauf que, eh ben, cette jeune fille vient d'accoucher. Donc ils sont bel et bien ensemble depuis l'âge de 15 ans. Et moi, il fallait que je me sauve de là. Il fallait que je me sauve de là parce que j'ai dit, je peux pas, je suis pas divorcée, c'est mon mari, je le déteste, aujourd'hui je le déteste, mais c'est mon mari, on n'est pas divorcés. Il m'a fait passer pour une menteuse devant les juges, devant les avocats. C'était moi la grosse mytho, c'était moi qui ai abandonné ma fille, c'était moi la pute, c'était moi ci, c'était moi là. Elle a 18 ans, elle a 19 ans maintenant, elle vient d'accoucher, le petit il a 2 mois. D'accord? J'ai été avec ma fille l'autre jour, acheter, connasse que je suis, mais non, pas connasse parce que je suis comme ça. J'ai été acheter des cadeaux pour le bébé pour que sa sœur, pour que Joy le remonte à son petit frère, quand elle est montée le voir pour les vacances. Je suis comme ça, je peux pas. 15 ans et 35 Donc, ans, mais attends. donc maintenant, elle a 18 ans, lui a 42 ans. Voilà, elle vient d'avoir un bébé, ma foi. Elle roule en Porsche Cayenne, Macan, je sais moi. Il a acheté 57 appartements, il kiffe la life. Et moi, eh ben, moi, j'ai plus rien parce qu'en plus, ben, avec cette crise de merde, ben, il n'y a plus de travail pour moi puisque je travaillais dans les restaurants. Donc, la merde, tu connais. Donc, du coup, confinement, mois de mars, j'ai dit comment je fais. Mon père, je peux pas le laisser tout seul. Le travail, j'en ai plus. Je vis de quoi? Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde Samantha le soir, toujours ma petite Samantha qui est là depuis tout le temps, toutes ces années. Je suis passée sur Snap parce que YouTube, bah, ça commence à dater. Et Samantha, Samantha, elle m'a fait faire un truc de fou parce que bah, j'y croyais pas du tout. Et puis un jour, elle a fait de la pub pour une femme qui faisait de la voyance. Voyance pendule! Voyance pendule, Slavie, tu connais? Oui, Voyance oui, pendule, oui. voyance pendule, Théo, voyance pendule, allez, on va la mettre, vous allez la follow. Voyance Elle est là, pendule. elle est là, elle est là. C'est une Elle est là. super bonne psychologue. Si vous avez besoin, les gars, vous avez besoin de parler, vous n'êtes pas bien. Voyance pendule. Trop Et bien. Vas-y. cette fille, elle m'a littéralement sauvée. Samantha déjà m'a soutenue sans le savoir. Voyance pendule, elle m'a clairement sauvée parce que avec tout ce que j'avais vécu, euh, j'aurais pas réussi à remonter sans elle. Donc du coup, je l'ai appelée sans trop y croire parce que j'ai dit bon, allez, on va le faire. Hein. Moi, je suis un peu le genre de fille, tu connais, t'achètes tout sur Internet parce que tu vois la meuf, elle a pas de bouton, elle est parfaite et tout, donc toi, tu vas être comme elle. Bref, allez. Au point où j'en étais, j'ai dit allez, j'appelle. Et,
Et donc, Slavika, elle m'a déballé ma vie. Quand je vous dis déballer ma vie, elle ne me connaissait de rien. Samantha, je lui ai envoyé 1000 messages, elle a jamais répondu de la vie. Elle est, voilà, c'est une star, tu connais, elle peut pas ouvrir. Ouais, ouais, cache-toi. Mais voilà, la fille, elle connaissait pas mon histoire, elle connaissait rien de ma vie, mais rien, rien. Je vous jure, elle m'a déballé toute ma vie. Elle m'a déballé toute ma vie jusqu'au suicide de ma belle-mère, jusqu'à ce que j'avais une fille. C'est un truc de fou. Il faut, voilà, elle est là, encore cette nuit, je vous avoue, elle était là cette nuit, à 1h du matin, ma fille en angoisse, panique et tout. T'appelles qui? T'appelles Slavie, tu dors? Non, je dors pas, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, ma fille, ça va pas. Elle m'a réglé le problème, tata, en 2-2, c'est terminé. Elle m'a réglé tous les problèmes. Et ça, c'est pas pour faire de la pub, parce que avec tout ce que j'ai vécu, voilà, je vous dis, je peux vous dire que la vérité. Franchement, moi, elle m'a bluffé, elle m'a aidée. Toutes les deux, elles ont été... elles ont joué chacune leur rôle à leur manière. Et aujourd'hui, j'ai réussi à quitter la ville où j'étais. Bon, on est un peu dans l'incertitude parce que il y a 2 mois, Slavika l'avait vu. Il y a 2 mois, mon père m'a annoncé qu'il a une leucémie. Donc ça, c'est le suicide de ma belle-mère qui aurait déclenché ça. Elle l'avait vu. Elle m'a dit, ton père, il est malade. Je lui ai dit, non, il n'est pas malade, il va bien. Il kiffe la life, il est parti en Espagne, il va bien. Elle m'a dit, non, il est malade. Effectivement, il a une leucémie. Donc je ne sais pas trop où on va, mais sans Slavie, j'aurais jamais, jamais osé prendre la route et partir. Partir de cet enfer où j'étais. Toutes ces choses qui me polluaient. Et aujourd'hui, c'est toujours là. Mais je dors bien, je dors sereinement. Et cette histoire, maintenant, je veux qu'elle fasse vraiment un maximum de bruit parce que les gens n'ont pas le droit de vous posséder. Personne n'a le droit de vous posséder. Vous ne devez pas vous laisser posséder. Vous soyez des hommes ou des femmes, vous n'avez pas le droit de vous laisser posséder. Et il ne faut pas dire que oui, pourquoi t'es pas parti, pourquoi t'es resté avec lui tant de temps. On peut pas, on peut pas. On a un enfant, on est seul parce qu'il a fait tout le vide. C'est très compliqué. Et si vous ne trouvez pas la personne, si vous ne vous faites pas aider, vous ne pouvez pas le faire. Je vous jure, j'ai essayé de toutes mes forces. De toutes mes forces, j'ai essayé, j'ai pas pu. Je suis même fière de moi parce que je suis quelqu'un de fort, parce qu'il y en a pour moins que ça, ils seraient tombés plus bas. Je trouve que j'ai eu de la force. Je sais pas d'où je tiens cette force, mais aujourd'hui, c'est sûr que sans elle, sans Slavie, je serais pas partie et j'aurais continué à me noyer parce que j'aurais vu mon ex-mari avec ce bébé, avec son Porsche, avec son machin, à se pavaner pendant que moi je crève la dalle et que c'est la Croix-Rouge qui me nourrit, quoi, avec des rations de survie. Donc non, non, il a fallu que je parte. J'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie en partant. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écoute cette étrangère là, que je la connais même pas, je sais même pas, j'ai jamais vu sa tête, je sais pas à quoi elle ressemble cette fille. Et en fait, elle m'a complètement, elle m'a sauvée, elle m'a littéralement sauvée. Donc, Il suffit un jour, quelqu'un vous tombe dessus, vous fait du bien. Voilà, voilà. Il suffit, mais il faut en parler. Il faut pas rester isolé. Il faut vraiment en parler parce que moi, j'ai réussi à me sauver de là. J'ai réussi à me sauver d'un mec qui était, en fait, désolé du terme, mais il n'a pas de couilles, quoi. C'est, voilà, il avait que de la gueule. Ouais, il tape sur les femmes et alors. Mais je veux dire, il a pas de couilles. Pour moi, il a pas de visage. Il se regarde pas dans le miroir. C'est pas possible. Il faut pas se laisser faire. C'est des gens qui sont plus faibles que vous, en fait, ceux qui font ça, parce qu'ils veulent vous affaiblir et il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et un jour, la vérité, de toute façon, elle finit toujours par éclater, toujours. Donc, il faut vraiment au moindre. Déjà, ça commence par la manipulation psychologique, les filles. Quand un mec vous dit, oui, t'habilles pas comme ça, ou fais pas ci, ou fais pas ça, ou va pas là, ou alors des choses, hein, tu connais toi? Ah non. Non. Voilà. Moi, la moitié de l'histoire que tu as racontée, ça me rappelle des choses. Ça me rappelle des choses. Voilà. Il faut pas se laisser faire, les filles. Les filles, on a de la chance d'être dans un pays libre. Enfin, un peu, c'est de la merde en ce moment, j'avoue. Mais voilà, il y a des pays c'est beaucoup plus compliqué de se faire entendre. Ici, on a la chance de pouvoir se faire entendre et aider. Et de l'aide, vous pouvez en trouver, on va pas dire à tous les coins de rue, mais il faut trouver les bonnes personnes. Et s'il y en a qui sont en galère en ce moment,
euh, n'hésitez pas, allez taper D'ailleurs, aux associations, allez voir Slavie, allez voir quelqu'un, trouvez quelqu'un qui vous sorte de là. Mais vous ne pouvez pas rester des années comme j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu, je me retourne, j'ai perdu 7 ans. 7 ans, j'aurais dû partir il y a 7 ans. Et même avant. Même avant. Parce que quand tu voles ton propre père pour donner à un mec que tu n'es même pas marié, tu sais même pas, tu peux pas. J'aurais dû partir, j'aurais dû partir. Ne vous faites jamais manipuler par un mec, les filles. Vous êtes jeunes, vous êtes belles, vous avez toute la vie et c'est pas parce que ce connard il est plus beau que tous les autres connards qu'il y a dehors il faut vous prostituer entre guillemets pour lui parce que ça finira toujours mal. On force pas le destin et on ne change pas. Et on ne change pas. Et aujourd'hui, la gamine avec qui il est, je la déteste, mais de toutes mes forces, de toute mon âme. Mais dans un sens, je me dis, elle l'a voulu. Bah vas-y, prends-le. Mais prends-le avec tous ses défauts. Mais non, mais c'est un si vous pédophile, il saviez, est malade, lui, c'est un pédophile. exactement, exactement. Donc, ne vous laissez pas faire, les filles. Encore une fois, on le répète, vraiment, demandez de l'aide, faites-vous, parlez-en autour de vous, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas, ne faites pas ce que j'ai fait parce que vous allez perdre votre vie. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore trop vieille. Je peux essayer de me reconstruire, mais j'y crois sans y croire. Reconstruire sentimentalement, hein, puisque ouais, ma vie maintenant, je vais la kiffer à fond. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le divorce et tout. Mais voilà, dans les 2 prochaines années qui arrivent, je vais kiffer. Là, ne serait-ce que la liberté que j'ai de pouvoir aller voir qui je veux, quand je veux, téléphoner quand je veux m'allumer une cigarette, je m'allume une cigarette. C'est pas bien, faut pas fumer. Mais enfin, voilà, je peux Tu es vivre libre. simplement, respirer. Je suis libre. Je suis Tu libre, es je prends libre, ma j'espère. voiture et aller faire un tour, je peux y aller. Il faut pas rester enfermé avec des hommes. Ils ne changeront pas. S'ils ont décidé de vous mettre le grappin dessus, ils ne changeront pas. Et ça ira vraiment en s'empirant. Je sais pas quel mot employer pour vous faire comprendre, mais vraiment, vraiment jamais, 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 jamais ne vous soumettez à un homme. Parce que ça finira mal et il y en a malheureusement qui n'ont pas la chance de s'en sortir. Et qui s'en sortent, ouais, qui s'en sortent au cimetière. Quoi. Donc Franchement, voilà. c'était un lourd témoignage, c'était dingue. Ouais. On va en conclure quand même que tu es une femme forte avec tout ce que tu as vécu. Il y a plein de gens qui l'ont dit. Euh, Nous, c'est dans ces moments-là où on se dit, en fait, quand on entend certaines histoires, en fait, nos histoires à côté, c'est du pipi de chat, tu vois. Donc, Mm. faut Il vraiment. n'y a jamais, il y a jamais de pipi de chat. Il n'y a jamais de pipi de chat. Faut pas forcément dire ça parce que ça commence, moi aussi, ça a commencé par des pipis de chat. Ça a commencé par des petites embrouilles. Ouais, tu vas pas voir tes copines parce que c'est des putes, elles vont en boîte. C'est du pipi de Ah, chat. mais Un ça, mec faut qui pas me dit laisser ça. passer. Ouais, faut pas laisser passer ça. Il faut pas laisser passer, il faut pas vous laisser. Voilà, il n'y a pas de petites histoires en fait. Dès qu'on essaye de vous manipuler, même maintenant avec les couples homosexuels, c'est la même chose. On dit homme-femme, mais ça peut être femme-femme, ça peut être homme-homme. Il faut pas vous laisser manipuler par l'autre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a des concessions à faire évidemment dans les couples, hein, la base. Mais bon, il y a des concessions, tu fais pas. Tu fais pas. Tu fais pas. Parce qu'après, quand il y a des enfants au milieu, là, c'est descente aux enfers. Et pour remonter, ah, tu descends, ouais, tu descends. Ça, tu descends. Mais tu sais pas quand tu touches le fond. Hein. Et après, quand tu touches le fond pour remonter, eh ben, au secours. Hein. Donc, ne vous laissez Franchement, voilà, tout jamais le monde faire. dit, tu es une femme forte, franchement, bravo. Enfin, bravo pour le parcours que tu as réussi à avoir et à t'en sortir avec ta fille. Aujourd'hui, le principal, c'est que tu sois avec elle. Et Oui, ouais. vous vivez votre vie tranquillement. Les hommes, en vrai, non, ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de femmes indépendantes et qu'on n'a pas trop forcément besoin de mecs à la maison, mis à part si c'est pour copuler et se marier. Mais sinon, en soi, on va être plus concentrés sur les enfants, sur gérer la maison, sur nous-mêmes. C'est ça. C'est un peu C'est compliqué. ça. Il faut vraiment trouver un homme en béton qui soit là tout le temps, qui soit présent pour nous. Et puis s'il n'est pas là pour l'accouchement, c'est qu'il y a un problème. Oui, déjà. Déjà. Voilà. Mais Déjà. en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, écoute, je Il t'en y a des prie. gens qui vont certainement envoyer des messages. Merci à toi pour ben, d'avoir été là, même sans le savoir. Voilà, merci d'avoir fait tes vidéos, d'avoir fait tes trucs. Merci à Slavika. Alors là, elle, toute ma vie, je vais lui dire merci jusqu'à ma mort. Même après ma mort, je viendrai la hanter. Mais enfin, voilà. Pour moi, Écoute, tu as été un énorme soutien. ça me- Et, et puis, bah voilà. bah, merci à toi. J'espère que mes vidéos te redonneront encore et encore le sourire et que bientôt tu me verras à la télé. On va essayer un peu de pousser le truc. Mais histoire qu'on voit Ok. sur un écran, tu vois, qu'elle rigole un peu, qu'elle est à la télé avec sa fille dans le canapé et tout.
Grand plaisir. Et franchement, merci beaucoup d'avoir participé au live, d'avoir fait part de ton histoire. Bah, Parce je que t'en prie. peut-être il y a plein d'autres filles qui vont se dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il y a peut-être des associations qui vont aussi te contacter. Il y a peut-être, voilà. En tout cas, on Mm. veut bien suivre et tu nous tiendras au courant pour le divorce, hein. Bah, pas de souci, pas de souci. Et puis, ben, toi, je te souhaite plein de réussite parce que tu mérites, hein. Ça fait des années, tu perces petit à petit, tu grattes, tu vois, tu étais dans ta chambre, maintenant c'est bon, tu as le petit appart, bientôt tu auras la villa et tout. À Los Angeles, tu connais, oui, oui. Non, non, Ah mais ouais, je te souhaite vraiment de réussir parce que c'est top, tu vois, tu as fait ton trou et tu mérites. Donc, bah, suivez-la, faites comme moi parce que c'est une fille trop bien. Là, c'est de la pub gratuite que je lui fais, hein. C'est pas, il n'y a pas de magouille, il n'y a rien. non, C'est mais vraiment surtout nous, on t'envoie du toute fond du notre cœur, quoi. force. On t'envoie toute notre Voilà. force et bah, c'est beau Bon, bah, d'avoir merci beaucoup. un mental d'acier comme ça. Eh ouais, il faut, Bon, je te souhaite une il bonne faut. soirée. De toute façon, je suis au Allez, courant. Tu nous tiens au courant bonne des... soirée tout le monde et puis prenez soin de vous, encore une fois, hein, avec toutes les conneries dans ce Gros moment, là. Allez, ciao, ciao. bisous. Bon, les gars, ouh, c'était un live chaud patate. On s'est retenu un peu de pleurer, là, c'est bon. Bah écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire. Donc, s'il y a une autre fille qui veut parler, ou un garçon, carrément, qui veut parler d'une histoire en particulier, qui veut témoigner ou quoi, vous m'envoyez un message privé, on en parle et on planifie ça pour vendredi prochain, 18h. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve peut-être en live cette semaine pour un petit question-réponse parce que je sais qu'en ce moment, mais du son, je sais qu'en ce moment, vous vous posez un peu des questions sur ma vie, vidéo, pas vidéo, qu'est-ce qui se passe, Samantha, qu'est-ce que tu fais? On fera ça dans la semaine, tranquillement, un petit quiz, questions-réponses, et puis je répondrai à vos questions. Maintenant, c'est le générique de fin. Il y a souvent des bugs à la régie, hein, c'est... Ah, la régie bug un peu. Je répète, la régie, tu bugs. La régie, tu me niques mon live, la régie. La régie, qu'est-ce que tu fais? Un, deux, s'il vous plaît. Ah, merci, ok. Voilà, les gars, c'était la fin du live. Merci. Contrôle de police. On se retrouve. Pourquoi tu fais ça avec ça? Police, photo, je suis sous devant.